Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette prochaine table ronde, pour cette prochaine conférence ici en direct de la Badi Keynote. Innovation verte pour un futur durable, c'est le sujet de cette fin d'après-midi. Restez bien à nos côtés, on va parler de sujets, vous allez voir, fascinants avec des solutions très concrètes. Avec justement à mes côtés Philippe Bété pour GRDF, bonjour. Bonjour Pierre. Je salue également Laurent Garcia pour Love Your Waste. Bonjour. Je salue également Xavier Ndelang pour Biotank. Bonjour. Et enfin, il nous vient de Toulouse, c'est Jean-Manuel Faure pour Water Horizon. Bonjour. Quelques éléments d'introduction avec la transition écologique basée bien sûr sur une croissance verte. Elle ne sera bien sûr possible, vous le verrez, qu'avec le déploiement massif de solutions et d'innovations environnementales. On le verra au travers justement de celles et ceux qui sont ici parmi nous. Avec nos spécialistes en plateau, nous allons découvrir comment le secteur de l'énergie et plus particulièrement du gaz est en pleine révolution verte. Le biométhane est un gaz renouvelable produit à partir de biodéchets ou de lisier et fumier de vache. Comment le secteur du gaz opère une transformation? C'est la question et on va y répondre au travers de ces solutions. Philippe, je disais que justement le gaz faisait sa révolution et on va le constater avec vous. Le biométhane qui coche toutes les cases, il est 100% vert, il est produit localement, il est redistribué à côté et à proximité des lieux de gisement. Comment GRDF travaille sur ces sujets ô combien importants pour notre planète? Alors la stratégie de GRDF depuis maintenant quelques années, effectivement, elle est à faciliter le développement de sites de méthanisation, enfin en tout cas de projets innovants permettant la production de gaz renouvelable et en particulier, comme vous l'avez cité, le biométhane. Donc ça, c'est effectivement une partie de la révolution que l'on met en œuvre. Il y a également un travail à faire. Par exemple, lorsqu'on prend l'étude de l'ADEME 2050, on voit les perspectives de production d'énergie renouvelable, que ce soit en électricité, en gaz, enfin, tout vecteur d'énergie. Il y a également un accompagnement à opérer auprès des utilisateurs, des usagers de l'énergie, pour que la consommation nominale d'un logement, d'une industrie, soit également réduite par l'amélioration des rendements des systèmes énergétiques. Dans les logements, c'est aussi par la rénovation thermique de logements. Donc il y a également ce champ-là qui doit être abordé dans cette révolution vers l'utilisation d'énergie 100% renouvelable. Philippe, vous avez réuni sur ce plateau avec GRDF justement des entreprises, des startups innovantes parce que vous challengez l'écosystème dans le cadre des appels à projets menés par GRDF. Pourquoi justement êtes-vous ouvert vers justement l'écosystème innovant? Dites-nous en plus. Alors effectivement, on voulait vraiment que ce soit d'abord les startups lauréates, enfin les startups et PME innovantes lauréates d'appel à projet de GRDF qui soient présentes et qui... enfin, je vais vite arrêter de parler parce que c'est d'abord leurs projets qui sont les plus intéressants. On a tout de même débuté une démarche d'open innovation qui est très axée sur les appels à projets, justement pour qu'on puisse, sur les problématiques que j'ai pu citer en introduction, faciliter la production de biométhane, décarboner l'industrie pour nos clients industriels. On a parfois des problématiques que nous-mêmes on ne va pas résoudre seuls. On a des entrepreneurs qui souhaitent expérimenter des projets et voilà, on essaye de marier ces deux ambitions pour que nos lauréats d'appel à projet puissent mettre en œuvre sur le terrain des solutions qui vont aider à la production d'énergie renouvelable, à la décarbonation de l'industrie. Et ces sociétés, justement, on va tout de suite les présenter. Laurent Garcia, votre société Love Your Waste qui souffle sa 9e bougie dans le secteur des déchets. Alors justement, pourquoi chez Love Your Waste on aime les déchets? Alors bonjour déjà et merci de nous accueillir. Alors nous on aime les déchets parce qu'on trouve que ça a un double intérêt, c'est un très bon indicateur des comportements sociétaux et ça représente également un vivier très important de ressources que l'on peut transformer dans le cadre de l'économie circulaire pour in fine en faire globalement de l'énergie et notamment du gaz. Alors votre cœur de métier c'est quoi? Alors nous, notre cœur de métier, en fait, on a une double compétence, on va dire. On va travailler d'un côté sur la sensibilisation et l'information à la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que c'est un vrai problème sociétal. Et de l'autre côté, on va travailler sur l'accompagnement au tri, à la collecte et à la valorisation de ces biodéchets. Biodéchets qu'on va transformer via la méthanisation avec nos partenaires agriculteurs en biogaz et en fertilisants organiques.
Merci à vous. On continue avec vous. Xavier, votre société est une start-up industrielle créée en 2020. Vous êtes 2 personnes aux commandes de Biotank. Vous proposez des solutions de collecte de biodéchets nouvelle génération. Je vous laisse le soin de nous en dire plus. C'est ça. Nous sommes en fait concepteurs et fabricants de matériel de collecte. Nous avons développé une gamme qui est spécifique aux biodéchets, qui répond aux contraintes liées à leur décomposition. La plupart du temps, vous avez tout de suite ou très rapidement de très mauvaises odeurs, vous avez des insectes, vous avez des nuisibles ou des surmulots en patois local. C'est quelque chose qui est résolu aujourd'hui avec 2 recommandations. La première, c'est augmenter la fréquence de collecte, donc plus de camions, plus de coûts, plus de pollution. Et la deuxième recommandation que l'administration va vous faire pour résoudre ces problèmes, c'est la réfrigération. Donc, vous mettez vos déchets au frigo. Je ne sais pas si tout le monde a l'image, mais on pourrait imaginer des frigos à côté de nos poubelles dans la rue, chacun devant chez soi. Nous, pour résoudre ces problèmes, on a envisagé quelque chose de très simple. On a conçu des matériels qui sont étanches à l'air. Étanches à l'air, plus d'odeur, plus d'insectes et plus de nuisibles qui viennent se régaler du festin. Donc des solutions au niveau de la production et de la collecte. La deuxième chose qui est intéressante, c'est effectivement économiser tous ces kilomètres de camions qui vont aller chercher des déchets qui sont gênants trop rapidement. Et le dernier point sur lequel j'insisterai par rapport à la collecte au niveau du grand public, c'est l'acceptabilité. Si vous mettez à disposition du matériel et que vous évitez toutes les nuisances autour du point de collecte, ça rend les choses déjà beaucoup plus acceptables par le grand public. Et on reviendra effectivement sur ce caractère obligatoire de collecte de biodéchets depuis maintenant le 1er janvier 2024. Avant cela, Jean-Emmanuel Faure pour Water Horizon, start-up créée il y a 7 ans. Vous avez développé une batterie thermique mobile qui valorise la chaleur industrielle perdue. Quel est l'objectif de votre innovation, Jean-Emmanuel ? Pour faire simple, donc, on a développé une technologie de stockage de la chaleur. Donc, on peut, par analogie, une batterie électrique. On a développé une batterie thermique. Et justement, l'objectif de cette batterie, c'est de créer un modèle d'économie circulaire en valorisant la chaleur fatale industrielle. La chaleur fatale industrielle, c'est toute la chaleur qui est produite par les industriels, qu'ils ne consomment pas, et donc qu'ils vont rejeter dans la nature. Donc ça va être les fumées, l'air chaud, l'eau chaude. Juste pour avoir un ordre de grandeur, la chaleur fatale industrielle, c'est l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires, rien qu'en Europe. Donc en Europe, on a 100 réacteurs nucléaires qui chauffent les petits oiseaux 365 jours par an. Et nous, notre objectif, c'est de venir charger notre batterie avec cette chaleur qui est perdue. Une fois que la batterie est pleine, on la transporte sur 10, 20 km. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour la distribuer à un consommateur de distance, forme d'énergie renouvelable. Et donc là où on était dans une économie traditionnellement linéaire, où la chaleur était un déchet et donc rejetée, on la transforme en un intrant dans une économie circulaire pour distribuer de l'énergie renouvelable. Laurent, le secteur du déchet est bien sûr vieux comme le monde. Votre société collecte, je le disais, je le rappelle, des biodéchets pour produire des gaz renouvelables et en l'occurrence du biogaz. Quel est votre modèle économique ? Alors nous, on va s'inscrire en fait avec les collectivités, notamment dans un cadre de partenariat, et on va essayer de monter ensemble toute une chaîne de collecte à laquelle ils vont être à l'initiative, sachant que, comme on l'a dit, il y a déjà des flux qui existent, et l'idée pour nous, c'est de nous intégrer au mieux et de manière ad hoc à ce qui peut exister, et ralentir également le nombre de collectes, puisqu'à partir du moment où on va dissocier les déchets putrescibles, tous les déchets inertes peuvent être stockés plus longtemps, et du coup on peut réduire, plutôt que de faire des collectes journalières du tout venant, articuler en fait les collectes. Voilà. Donc l'objectif c'est de s'intégrer intelligemment dans le flux de collecte au quotidien. Voilà, et de générer, au-delà d'un coût, en fait de générer une opportunité pour la ville, puisque ce qu'on va produire d'un côté, en fait, va revenir de l'autre, notamment en termes de gaz de ville. Et les collectivités territoriales, comment elles s'inscrivent à vos côtés sur ces sujets-là? Vous parliez justement d'un travail mutuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous aviez un exemple justement de la ville de Paris. Alors oui, sur Paris, nous on va travailler par exemple avec un bailleur social qui fait partie du groupement de la ville de Paris, et on va être très en amont avec eux pour étudier les possibilités, les faisabilités, puisqu'aujourd'hui on fait le grand public, comme on l'a évoqué, donc ça génère des problématiques différentes que les professionnels. Et puis après, on va vraiment faire du sur-mesure et essayer de manière intelligente de réduire les coûts d'un côté, d'augmenter les opportunités et surtout de sensibiliser les gens aussi aux nouvelles phases de tri. Voilà. Xavier, vous parliez de ce système révolutionnaire, sans odeur, sans insectes, sans nuisibles. Comment est-ce que Biotank s'inscrit dans la chaîne de production ?
Alors on l'a vu, enfin j'ai expliqué tout à l'heure que les avantages de notre technologie amenaient principalement des avantages au niveau du confort du producteur. C'est vrai que si vous avez un restaurant qui peut travailler sans mauvaise odeur et sans rats dans les cuisines, c'est quand même appréciable, y compris au niveau sanitaire. Maintenant, on a une valeur ajoutée aussi pour le méthaniseur. Notre technologie permet de conserver le pouvoir méthanogène. Le produit se dégrade beaucoup moins quand il est dans un récipient étanche à l'air. Le pouvoir méthanogène, c'est la capacité, c'est ça, à produire plus de gaz? C'est ça, le pouvoir méthanogène, c'est l'énergie qui est enfermée dans le produit. S'il ne se dégrade pas, les mauvaises odeurs, c'est l'énergie qui part. S'il ne se dégrade pas, vous l'amenez chez un méthaniseur et celui-ci sera capable, surtout dans le cadre actuel, dépendance énergétique, etc., il sera capable, avec un produit bien conservé, de produire plus de gaz. C'est relativement l'essentiel. Confort côté producteur, valeur ajoutée, méthaniseur, transformation en énergie. On perd moins d'énergie et on a moins de nuisances entre le producteur et la valorisation. Donc si je comprends bien, vous êtes aussi bien en amont qu'en aval, c'est ça, dans la chaîne de production? C'est ça, et on en parlera certainement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a une entrée en vigueur d'une réglementation contraignante pour tout le monde. Avant, nous, notre première machine, c'était pour les gros industriels de l'agroalimentaire, un hypermarché. Aujourd'hui, enfin depuis 2023, les restaurants qui font 40, 50 couverts par jour sont soumis à tri sélectif et valorisation. Et depuis le 1er janvier, c'est nous tous. Vous, moi, zone rurale, zone urbaine dense. Les particuliers. On continue avec vous, Jean-Emmanuel, dans la chaîne de production. Comment Water Horizon s'inscrit justement? Water Horizon, dans un modèle d'économie circulaire qui crée, en fait, est un intermédiaire entre un producteur de chaleur et un consommateur potentiel. Donc, par rapport à cette question de logistique, Water Horizon va créer des connexions virtuelles entre un producteur de chaleur fatale qui, aujourd'hui, rejette sa chaleur aux petits oiseaux et un consommateur qui pourrait la consommer. Donc, nous, on vient faire l'intermédiaire, on vient connecter virtuellement les deux et surtout, on s'occupe de le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre des batteries, on est là pour créer les projets vis-à-vis des clients et vendre des kilowattheures d'énergie renouvelable. Donc on transforme cet équipement, cette possibilité de transférer cette énergie en un service et le consommateur achète le service final. On a des sujets ô combien intéressants. Philippe, justement, ces accompagnements, ils sont multiples, ces appels à projets. Vous les mobilisez pour justement avoir des retours auprès de GRDF et pour continuer cet objectif de transition énergétique. En parlant d'accompagnement, ils sont multiples, hein, ces accompagnements, c'est cela? Ils sont vraiment multiples et là on a 3 exemples assez distincts aussi de ce qu'on peut proposer comme accompagnement. Il y a un dénominateur commun qui a été évoqué par les 3 entreprises sur le côté économie circulaire, puisqu'on fait travailler, on expérimente ces projets aussi dans un ancrage local donné. Water Horizon, on va faciliter l'expérimentation auprès de clients industriels de GRDF et pouvoir conforter en fait le modèle économique de l'entreprise. Et ensuite Love Your Waste ou Biotank, on va faciliter des liens avec des collectivités locales ou aussi, parce que ça c'est quelque chose qui est très important dans la production d'énergie renouvelable type biométhane, c'est faire le lien aussi et relier le rural à l'urbain, puisque les déchets, les biodéchets sont quand même majoritairement produits dans l'urbanité et c'est la ruralité qui va valoriser par les sites de méthanisation agricole ces biodéchets. Donc il y a aussi voilà, ce lien qui peut être fait avec l'ancrage local de GRDF et le lien qu'on a avec les collectivités locales. Vous faites la transition avec effectivement cette étude IFOP menée en janvier 2024. 50% des Français dans leur ensemble trient leurs biodéchets. Les personnes habitant dans une maison sont plus nombreuses à hauteur de 69% à opérer leur tri plutôt que les personnes en appartement, 28%. Les habitants de la ruralité à 82% sont plus nombreux à trier les biodéchets que les citadins à 33%. Et selon cette même étude, 34% des interrogés font part de crainte quant à la pratique. On parle d'odeur à 68%, de présence d'insectes à 64% ou de contraintes de temps 34%. Ça devrait vous plaire, Xavier. Ben justement, votre grand défi, c'est de faire savoir justement votre savoir-faire et de présenter toutes les solutions proposées par Biotank en fonction des profils de chaque usager. On parlait de professionnels, de particuliers, de collectivités locales et territoriales, d'établissements scolaires. Comment évangéliser Biotank? Parce qu'on est encore finalement peu nombreux. 54% des Français, c'est du déclaratif, mais on est encore peu nombreux à être dans ce mouvement-là.
Alors déjà, ça commence par des invitations comme aujourd'hui. Merci à GRDF pour leur support. Merci Medic et Note pour l'événement. C'est vrai que l'évangélisation d'un sujet comme la collecte des biodéchets, c'est pas simple. Nous, on a justement essayé de faciliter les choses, c'est-à-dire de rendre les choses plus faciles. C'est très délicat quand vous parlez à une collectivité de faire comprendre qu'il y a un projet global à mettre en place et que quelque part, si vous n'avez pas en face de vous un interlocuteur qui voit la globalité de cette nouvelle collecte à mettre en place, vous n'êtes pas pertinent. Nos avantages, c'est très bien. Arrivé un moment, on en parlera peut-être, on se heurte à la commande publique. Nous, on propose des matériels qui sont à peu près 2 fois plus chers qu'un abri-bac standard. On touche du doigt l'usage en plus, donc la pertinence effectivement de payer 2 fois plus cher. Alors c'est ça, la pertinence quand on a un acteur qui gère la globalité, c'est-à-dire l'achat, l'installation de matériel, la collecte, c'est-à-dire le transport, et après la valorisation, s'il gère l'ensemble et qu'il regarde le coût global, notre matériel est facilement amorti du simple fait des économies de transport. Il est vidé quand il est plein, le nôtre, ou maximum 1 fois par semaine, la réglementation en vigueur pour les collectivités. Si vous comparez sur une ville moyenne par rapport à 2 collectes par semaine, il n'y a pas photo. Et la difficulté, c'est de, trouver en France des collectivités qui travaillent sur le global, de ne pas avoir 12 interlocuteurs, qui ressemblent un peu au millefeuille. Et deuxième chose, leur faire comprendre que l'acceptabilité par le public, c'est une chose essentielle. Ils sensibilisent, ils communiquent, c'est très bien. Mais si vous installez un point d'apport volontaire dans un quartier résidentiel et que ça n'apporte que des nuisances, très rapidement, ça ne sera pas vraiment efficace. Le fait de dire on a un matériel qui est 2 fois plus cher, mais il n'a que des avantages, vous avez aujourd'hui 15 ou 20% des personnes qui sont à l'écoute et qui vont l'admettre, le comprendre et l'intégrer. Et vous avez encore 80% des gens qui achètent un prix. Donc, dans ces cas-là, les erreurs sont admises. Et le souci, c'est que la collectivité, une fois qu'elle a dépensé 200, 400 KF, elle les a plus pour travailler autrement demain. Vous parlez de points d'apport volontaire, on parle de révolution, ça va être une sacrée révolution puisqu'effectivement les particuliers vont rentrer effectivement dans le mouvement depuis le 1er janvier 2024 avec des changements de comportement là aussi. Alors, ce qu'il faut aussi voir, moi j'aime bien toujours observer quelque chose dans sa globalité. La production qui va être faite par les particuliers en France, c'est quelque chose d'énorme. Nous, on travaille déjà sur la production des industriels qui sont... par exemple, on a un hypermarché aujourd'hui qui produit 250 tonnes par an de biodéchets. C'est pas mal. Je crois que la France, Philippe, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que le potentiel biodéchets des particuliers en France, c'est 8 millions de tonnes. Donc, si on collectait ça correctement, en conservant le pouvoir méthanogène correctement et en le valorisant en biogaz, on aurait, je pense, une balance presque excédentaire en termes de production de gaz. Alors c'est un peu le piège. Je suis toujours très optimiste. C'est un peu le piège. Il me semble que c'est 1/3 de capacité de production sur le seul objet biodéchet. Mais c'est déjà énorme par rapport à ce qui est produit aujourd'hui, qui représente 12 TWh, donc l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Mais en tout cas, le potentiel méthanisable, le gisement, ce qu'on appelle le gisement méthanisable des biodéchets, c'est une part très importante de ce qui pourrait être produit en énergie renouvelable en France. C'est fascinant de parler de déchets avec vous. Jean-Emmanuel, l'enjeu pour vous, c'est de vous appuyer sur les réseaux déjà existants avec la mise en place d'un flux logistique d'approvisionnement. Comment allez-vous développer justement ces synergies-là ? Alors, ces synergies, ce qu'il faut voir, c'est nous, aujourd'hui, on a notre première unité industrielle qui est opérationnelle chez nous. Elle va aller chez un client le mois prochain. Ce premier projet, pour qu'on ait une vision globale, on va récupérer la chaleur sur un incinérateur d'ordures ménagères. Donc, on brûle les poubelles. Énormément de chaleur qui sont dégagées. On va charger notre batterie, on va aller à 10 km et on va chauffer une piscine municipale. Voilà. Donc, typiquement, les projets qu'on est capable de faire en économie circulaire avec cette technologie. À 10 km, c'est cela ? Comment ? 10 km, c'est ça ? Voilà, 10 km.
on n'a pas besoin d'aller loin, en fait, in fine, pour faire nos projets. Et nous, ce qui se passe, en fait, aujourd'hui, c'est soit le producteur de chaleur nous contacte en nous disant « j'ai de la chaleur, aidez-moi à la valoriser », soit j'ai un consommateur qui nous contacte en nous disant j'aimerais passer au renouvelable, mais j'ai pas de solution. Et donc nous, on s'occupe, c'est là où je dis on est une société de service, en fait, on n'est pas équipementier. C'est que nous, on s'occupe de trouver l'autre maillon de la chaîne, on s'occupe de trouver deux partenaires où les synergies en termes de potentiel de chaleur et de consommateurs sont compatibles, et on s'occupe de monter le projet dans la globalité. Donc c'est vraiment là où, en fait, Water Horizon, on a beau avoir développé une technologie, une batterie, on devient une société de service qui, à partir d'un gisement, d'un contact, d'un potentiel, on en crée un projet et on en crée des kilowattheures renouvelables. Alors on voit l'externalité positive sur le modèle économique. Le producteur de chaleur, lui aussi, a une opportunité économique, c'est ça ? Alors tout à fait. Alors nous, ce que l'on dit en première approche, c'est qu'on ne va pas acheter la chaleur de ce producteur-là, tout simplement parce que si Water Horizon n'était pas là, elle serait perdue. Par contre, on va l'intéresser à la réussite du projet. C'est-à-dire que le projet dans sa globalité, lui, il va générer du chiffre, il va générer du résultat. Et donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est intégrer à la réussite financière du projet le producteur de chaleur. C'est ce qu'on appelle du portage d'actifs avec des SPV. Pour réussir le projet. Et qu'on ne soit pas dans une logique un peu je suis pollueur entre guillemets en produisant de la chaleur fatale et en plus je gagne de l'argent parce que je suis pollueur. De plutôt se dire je me suis mis dans une posture de valorisation d'un déchet et donc je vais être intéressé à la réussite de ce projet de valorisation et donc d'avoir ce mindset plutôt renouvelable plutôt qu'un mindset pollueur et qui gagne de l'argent en plus. Laurent, ça fait une bonne décennie que la filière est en pleine structuration. On parle d'objectifs de transition énergétique à horizon 2030, 2050. Quels sont les grands enjeux de votre filière justement à moyen terme d'ici 2030 pour poursuivre tous les efforts qui ont été menés déjà depuis plus d'une décennie ? Comme on l'a tous dit, l'effort il va être surtout sur la structuration, la mise en avant et la mise en lumière de toutes les solutions qui existent, parce que là on est sur des complémentarités, y compris d'ailleurs derrière dans les transformations, et d'accompagner toutes les bonnes initiatives, toutes les startups, et surtout de faire comprendre qu'au-delà d'un principe, puisqu'on est toujours dans le principe du pollueur-payeur, en fait ça représente des opportunités, y compris pour les collectivités, puisque aujourd'hui ça pourrait être pris comme une sanction et un impératif, et en fait quand on commence à travailler ensemble, on peut s'apercevoir que ça peut même générer en fait à la fois des économies, des opportunités et adresser différents sujets, que ce soit social, sociétal, au-delà du sujet énergétique. Donc voilà, vœu pieux peut-être, mais... Oui, pour compléter, parce que la collectivité, elle est intéressée effectivement à ce que le biodéchet soit bien séparé, parce que du coup, ça va réduire les coûts de traitement des ordures ménagères, et du coup, le citoyen aussi, il est intéressé. Puisque en baissant les coûts de traitement des ordures ménagères, les taxes sur les ordures ménagères baissent aussi au niveau de la collectivité. Donc c'est un dispositif qui vraiment intègre l'ensemble des parties prenantes jusqu'à l'usager qui va correctement trier son biodéchet par rapport aux ordures ménagères. C'est vertueux. On va poursuivre avec vous, Jean-Emmanuel. Vous êtes au commencement. Vous parlez de cette première unité qui va chauffer une piscine à une dizaine de kilomètres de son lieu de production. Votre objectif, c'est de mettre, on l'a compris, en relation le producteur et le consommateur. Quels sont les objectifs à long terme en termes de développement pour votre société ? Alors tout à fait. Donc nous, on est à l'échelle industrielle avec notre première unité industrielle. Pour avoir l'ordre de grandeur, c'est une batterie qui fait 1 MW de puissance. Donc on a ce premier projet qui commence commercialement le mois prochain. On a un deuxième projet en fin d'année, cette fois-ci qui sera à La Rochelle, où on va récupérer la chaleur sur un incinérateur d'ordures ménagères. Et cette fois-ci, on va réfrigérer un port de pêche, puisqu'on est capable de produire du froid aussi à partir de cette chaleur-là et pas que de la chaleur. Donc ça, c'est les projets que l'on va réaliser cette année. Et ensuite, un scale-up en termes de commercialisation, puisqu'on a un marché qui est... colossal, qui est le marché de l'énergie et de l'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, on commence une nouvelle levée de fonds pour scaler ce business en France et en Europe. Et derrière, après, déployer ce modèle de batterie un peu partout. Ce qui est important à comprendre, c'est que le business que l'on développe n'est pas un business d'équipementier, mais un business de solution. Et donc Water Horizon, elle amène à la fois la brique technologique, mais amène aussi la brique financière. C'est-à-dire qu'on s'occupe de financer la batterie pour que le client, lui, il n'achète que le kilowattheure qu'il va consommer.
Pour prendre l'exemple du port de pêche de La Rochelle, en fait, il a un compteur Linky froid, en fait. Il consomme ce qu'il consomme, le reste, il ne s'en occupe pas. Quand vous avez un compteur Linky, vous ne vous posez pas la question si c'est une centrale nucléaire qui vous alimente, une turbine à gaz ou un barrage hydraulique. Donc là, c'est un peu le même principe, c'est de se dire on s'occupe de tout, on s'occupe de vous amener du froid renouvelable, et donc on vous amène ce service qu'on va appeler du cooling as a service, du CAS, que l'on va vouloir développer à grande échelle. Pour avoir un ordre de grandeur, aujourd'hui, on a à peu près 250 projets dans les tuyaux, donc ça fait beaucoup de projets à réaliser. Et donc, une levée de fonds conséquente pour pouvoir réaliser ça, parce qu'aujourd'hui, on est 32 personnes, il va nous falloir un peu plus de bras. On vous souhaite bien sûr de poursuivre tous ces efforts avec ces résultats ô combien concluants. On continue avec vous, Laurent. Quand on dit justement à des enfants, pour vulgariser la technique de méthanisation, que les bouses de vache produisent du gaz, ça fait forcément prendre conscience du fameux pouvoir méthanogène que l'on évoquait il y a quelques instants. Les biodéchets, c'est une réalité depuis 2016 auprès des professionnels. Depuis 2024, pour les particuliers, c'est un défi de société. Il y a quelques années de cela, il y a plus de 20 ans, les plastiques, eh bien, on a mis du temps à les trier. On commence, et heureusement d'ailleurs, on commence plus, mais on est sensibilisé à cela. Est-ce que justement, les biodéchets, c'est un défi de société pour que dans moins de 10 ans, on soit aussi là sensibilisé à tout cela? Alors, c'est un défi de société, effectivement, à différents titres. Puisqu'il y a un volet très éducatif pour que les gens prennent conscience en fait de ce qui se passe et de ce que l'on fait tous, tout à chacun. Donc le fait de collecter, nous on collecte beaucoup de données, de data, du coup pour chacun de nos clients, collectivités, etc. Et ça permet de restituer en fait et de piloter les quantités qui sont produites. Et il y aura toujours de toute façon une quantité incompressible de déchets. Et celle-là, elle a tout intérêt à être valorisée, puisque comme on l'a tous dit, en fait, ça devient une ressource et transformée, ça peut permettre de répondre à des besoins en gaz en Ile-de-France. Ça pourrait couvrir à peu près 10% des besoins. Oui, ce qui est voilà, donc voilà. Et effectivement, l'exemple de la bouse de vache est intéressant parce que nous, on travaille beaucoup aussi avec des scolaires sur toute la partie information et sensibilisation. Et en fait, on se rend compte que dès le plus jeune âge, ça peut rentrer, ça peut être ludique, etc. Et on peut changer les comportements. Et via ces jeunes générations qui arrivent, ou moins jeunes, ça peut permettre de scaler l'idée. Et voilà. Donc il faut à la fois soutenir les startups, à la fois accompagner les gens et transformer une contrainte en opportunité. On peut avoir un impact positif très concret, on l'a compris. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que vous créez aussi des emplois. Alors oui, tout à fait, puisque nous, au-delà de notre cœur de métier, on est une ESS. Donc on prend les logisticiens collecteurs avec lesquels on travaille et qui nous accompagnent. Ce sont des gens qui sont embauchés chez nous et sont des gens en insertion professionnelle. Donc des gens en rupture de parcours, rupture longue, avec qui on va travailler, on va réintégrer dans un milieu professionnel, etc. Et à terme, soit ils souhaitent rester, soit ils souhaitent partir faire autre chose. Mais en tout cas, entre-temps, on les aura aussi sensibilisés, du coup. Et ça permettra, voilà, avec la théorie des petits pas, d'essayer de convaincre le maximum de gens. Xavier, ma question est identique à celle de Laurent. Un défi de société, bien sûr. Comment on s'attaque à tout cela pour réussir notre pari à horizon 2030, voire 2050, décarbonation totale de l'économie dans votre filière? Vaste sujet. On n'a que 9 minutes pour y répondre. Non, mais on a déjà entendu énormément de choses ici qui se rejoignent. Je pense que quelque part, la prise de conscience, l'évangélisation, les efforts de chacun, c'est quelque chose qui, bien sûr, va venir sur le devant de la scène et va se mettre en place petit à petit. Je lisais dernièrement quelque chose justement par rapport au bac jaune. Je crois qu'en France, il avait fallu attendre 10 ans pour que la collecte soit correcte, parfaitement mise en place, etc. Elle vient de changer légèrement. Dans les pays d'Europe, c'est à peu près la même chose. Je crois qu'il y a que la Corée du Sud qui fait mieux et certains États où les gens sont peut-être un peu plus organisés ou obéissants. Le défi, il n'est pas au niveau des sociétés privées, sociétés commerciales. Je pense que quelque part, le raisonnement est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus rapide. Dès qu'on parle de population, dès qu'on parle de nous, enfin des Français en général, je crois qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus long à rentrer, à se mettre en place. Il y a les gens très motivés qui le font tout de suite. Il y a les réfractaires. Entre les deux, on doit montrer petit à petit l'intérêt de la chose. Quand on parle de ça, je me souviens toujours des paroles d'un certain Philippe Denis de Bordeaux Métropole Énergie.
qui parlait comme un vieux sage, enfin qui parle toujours, hein, pardon. À un moment, il m'a dit une chose, il m'a dit « Il est temps qu'on arrête de dépenser, il faut qu'on commence à investir ». Et en fait, là derrière, moi je mets une démarche raisonnable, c'est-à-dire se dire il faut arrêter de gâcher nos moyens, de gâcher nos efforts, de gâcher nos finances. Je pense qu'on peut assez rapidement convaincre que quelque part, ce tri sélectif, c'est pas une contrainte supplémentaire, c'est quelque chose d'intelligent. La valorisation, on peut faire du compost, on peut faire de la méta, il faut valoriser. Et quelque part, au final, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, l'effort qu'on fait, on est rétribué pour ça. Il y a du social, il y a de l'emploi, il y a du développement technologique, il y a des fabricants. Tout ça est très positif et quelque part, ça devrait être vu comme un cercle vertueux. On a un retard sur les autres pays européens, hein, sur le tri sélectif, sur le biodéchet. Oui. On a du retard par rapport à certains pays, on a du retard surtout. Nous, quand on s'est intéressé, enfin avec mon associé, on s'est intéressé à la méthanisation parce qu'on travaillait sur les réseaux de chaleur pour les méthaniseurs en Allemagne. Il y en avait 10 000 en Allemagne, des méthaniseurs, il y en avait 500 en France. Bon, on s'était posé la question de savoir pourquoi. L'Allemagne a toujours aussi un comportement excessif. Mais la volonté qu'on peut avoir en France pour être intelligent et faire les choses bien, elle n'est pas forcément moindre que dans les autres pays d'Europe. Il suffit d'avoir le déclic. Une fois qu'on a compris l'intérêt, on y va. Et en plus, on a le savoir-faire et des talents qui se sont suicidés depuis ce matin sur cette scène et qui s'expriment aussi aujourd'hui sur ce sujet ô combien important. Philippe, pour conclure, on parlait d'appel à projet. Je suppose qu'il y en aura bien sûr de nouveau puisque GRDF ne compte pas s'arrêter là. Alors il y en a même qui sont en cours actuellement sur un sujet pour faciliter l'émergence de projets méthanisation dans des zones où il y a déjà beaucoup de sites de méthanisation et pour équilibrer les productions de gaz renouvelable et l'injection dans le réseau qui alimente les clients. Donc il y en a déjà un en cours. Il y en a d'autres effectivement à venir pour des sujets qui sont assez... des problématiques à résoudre qui sont assez similaires à celles que l'on a pu avoir cet après-midi, améliorer les rendements des sites de méthanisation puisque une bonne collecte des biodéchets permet d'améliorer la qualité des intrants et du coup la quantité de gaz renouvelable produit, ou alors aussi des projets facilitant la décarbonation de l'industrie qui est également une des problématiques que l'on cherche à résoudre avec ces appels à projets. On imagine l'économie de demain ici sur la scène de la Madi Keynote et on vous appelle et on vous invite bien sûr pour celles et ceux qui sont ici parmi nous à candidater, pour celles et ceux qui ont des solutions, on l'a vu, très concrètes, ces solutions, on les a présentées. Merci infiniment, on a parlé d'innovation verte pour un futur durable. Merci à vous Philippe Mété, merci à vous Laurent Garcia, merci également à vous Xavier Indelang et Jean-Manuel Fort. Sous vos applaudissements ici depuis la Madi Keynote, merci d'applaudir nos intervenants. Merci. Merci. Et puis restez bien à nos côtés puisque nous allons poursuivre bien sûr l'ensemble de ces échanges avec cette prochaine conférence. À tout à l'heure.